vous, les enfants, on n'est pas à l'école. Alors déjà, l'école, on se fait devant. Donc, si on se comprend encore plus, non, pas les enfants, toute la journée. Je pense à mes enfants, ouais. Voilà. En tout cas, bon, écoutez, Jean-François Chemin, un grand merci de nous rejoindre. Le fil rouge de notre forum, bien sûr, c'est la famille, et c'est aussi surtout les relations. Et l'un et l'autre sont surlignés. Et dans l'éducation, l'école a un rôle à jouer. Alors, Mme Meunier-Berthelot nous a resté un peu le portrait de l'école aujourd'hui. Vous la connaissez parce que vous enseignez courageusement en ZEP depuis plusieurs années à travers une vie très différente. C'est un vrai engagement que vous avez pris. Et là maintenant, vous allez nous expliquer quelle est l'école qu'il faut pour nos enfants demain. Merci. Vous m'entendez, c'est bon? Bien, alors, ce serait prétentieux que je vous explique comme ça quelle est l'école qu'il faut pour vos enfants demain. Donc, je vais tout d'abord relativiser mon propos en le cadrant. C'est pour ça qu'il faut donc que je vous dise que ce dont je vais vous parler, c'est de mon point de vue, qui n'engage que moi. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas quelqu'un d'accrédité, je n'ai pas une quelconque autorité pour vous parler de ce que je vais vous dire. Mon propos est issu de mon expérience, de mon point de vue. C'est mon point de vue que je vais vous présenter, tiré de ce que je vis depuis 10 ans. Bon, alors pour me présenter, j'ai 55 ans, je suis enseignant depuis seulement 10 ans, puisque donc jusqu'à 45 ans, j'ai eu pendant 20 ans une vie professionnelle en entreprise, et puis à 45 ans, j'ai décidé de devenir enseignant. Donc pour ça, je me suis donné la peine de passer les diplômes, de donner les titres qu'il fallait, donc j'ai passé une agrégation d'histoire à 45 ans, et ensuite j'ai fait un doctorat d'histoire. Bon, et puis j'ai complété par un doctorat d'histoire du droit, j'ai soutenu il y a quelques mois. Alors, des tas de gens m'ont dit et me disent, mais avec des titres comme ça, tu devrais enseigner ici ou là, mais bon, je me suis retrouvé en zone d'éducation prioritaire dans la banlieue de Lyon, et c'est mon choix, et depuis 10 ans que j'y suis, je n'ai jamais demandé à en bouger. Bon, c'est un peu comme dans Tintin, vous savez, dans L'Oreille cassée, quand le général Alcazar nomme Tintin colonel, il y a le colonel qui lui dit, mais enfin, pourquoi voulez-vous le nommer colonel? Dans les 250 colonels, il y a 25 caporaux. Alors moi je dis, j'ai pas envie d'être colonel, j'ai envie d'être caporal. Et vous allez donc avoir le point de vue d'un caporal, ras des pâquerettes. Donc je vais parler de pâquerettes, je n'aurai pas une grande hauteur de vue. Il faut que je vous dise aussi, certains le savent, que je me suis auto-attribué une mission, qui est de faire aimer la France à des jeunes qui sont pour la plupart dans la banlieue issus de l'immigration, ce dont j'ai témoigné dans mon livre Kiss la France, que certains ont peut-être lu, mais c'est une mission totalement autoproclamée, ce qui fait que je ne suis pas un professeur typique, je suis même très mal vu. J'ai été inspecté l'an dernier, la première chose que m'a dit l'inspectrice, je vous jure, la première chose c'est « Monsieur Chemin, qu'est-ce que vous faites encore là ?» Alors voilà, chère madame, j'enseigne à mes élèves, et je suis très heureux de le faire, et ça se passe très bien. Merci. Donc, voilà, c'est ce point de vue de ce professeur atypique qui n'est absolument pas, encore une fois, accrédité et autorisé pour vous parler que je vais vous livrer. Alors, quelle est l'école, vue de mon point de vue, que j'aimerais pour demain? Alors, j'aimerais tout d'abord une école qui construise, et non pas une école qui déconstruise. Après d'avoir réussi mon concours d'agrégation, j'étais tout fier de moi, pensez-vous, réussir l'agrégation du premier coup, 20 ans après avoir terminé mes études de droit et de sciences politiques, je me suis vraiment pris pour un crack. J'ai déchanté, puisque j'ai dû faire derrière une année de ce qu'on appelle l'IUFM, alors ça a disparu, ça existe certainement sous une autre manière, Institut universitaire de formation des maîtres, où pendant un an j'ai subi une opération une tentative forcenée de formatage idéologique. Alors j'ai rien appris, j'ai pas eu une heure de cours sur la manière de tenir tête à une classe déchaînée, mais par contre on m'a expliqué tout ce que je devais savoir pour être un bon futur enseignant.
Et le maître mot de cette formation, c'était déconstruire. Bon. Alors, dans tous les domaines, alors en histoire, qui est la matière que j'enseigne, on déconstruit la chronologie. Il n'y a plus d'approche chronologique. On décentre les programmes par rapport à la France. Il y a un côté franchement impérialiste de vouloir parler à nos élèves de France. Alors on réintègre dans les programmes l'Empire du Monomotapa, les Cuta, etc. Il faut casser le roman national. Il y en a assez de donner à nos élèves, comme on a donné à moi, l'amour de ce pays et le sentiment qu'on doit le respecter. Place à la mémoire de la colonisation, dont nous avons bien sûr eu le monopole dans l'histoire, de l'esclavage, de la Shoah, dont nous avons bien sûr été des complices. J'ai un ami qui est inspecteur général de l'éducation nationale et qui faisait récemment passer les oraux de Sciences Po Paris à des élèves ayant eu mention très bien au bac. Alors, vous pensez les futurs préfets, les futurs ambassadeurs. Il me dit, j'ai vraiment été frappé de voir à quel point tous, pour se faire bien voir du jury, se croyaient obligés de dire du mal de la France. Et un élève à qui il a demandé, pourriez-vous me résumer l'histoire de France en 2 mots? Il a entendu l'élève lui répondre, colonisation, collaboration. Voilà l'image que grâce à cette déconstruction du roman national, un futur ambassadeur de France peut avoir de son pays. Plus de chronologie, je le disais, on saute des siècles entiers. On passe de Blanche de Castille à Jeanne d'Arc, de Jeanne d'Arc aux guerres de religion et des guerres de religion aux Lumières. À chaque fois, c'est des bons de 150 ans, avec rien dans les trous. Pas un mot sur Louis XV qui a régné 60 ans. Voilà, donc les gamins en histoire sont complètement perdus. Certains collègues aussi, je pense. En géographie, on ne fait plus d'histoire physique. On n'apprend plus, en France, où sont les massifs, les fleuves, etc. Enfin, je ne vais pas dire qu'on l'apprend plus, on l'apprend, mais tellement rapidement, c'est tellement un petit instant par rapport à un programme chargé qu'on est obligé de passer très vite et que ça ne rentre pas dans les crânes. Donc ça n'est jamais acquis. Les villes, les départements, comme je les apprenais quand j'étais gamin, tout est finalement considéré comme un acquis, pour parler ensuite des espaces économiques dynamiques ou des flux migratoires, mais des flux migratoires entre où et où. Et des espaces économiques dynamiques, comment se fait-il que le centre de la France soit à ce point désert? Il y a peut-être des montagnes, bon voilà, ça les gamins ne le savent pas. Je ne parle pas de l'orthographe, de la grammaire, plus aucune règle déçue. Moi je suis prof d'histoire géo, donc je ne suis pas là pour corriger les fautes d'orthographe, mais Dieu merci, parce que je mettrais 0 à tout le monde et j'y passerais 3 fois plus de temps. Hein. Je vous en raconte quand même une bonne. Il est obligatoire parfois pour comprendre une copie d'aller à haute voix. Et à une copie de 4e à qui je demandais à un prof de devoir sur table, pourquoi est-ce qu'au XVIIIe siècle, les littoraux atlantiques étaient plus développés? Et un élève m'a répondu, car ils sont, S-O-N-T, les plus gros ports, P-O-R-C-S. Parce qu'ils sont les plus gros ports, parce qu'ils ont les plus gros ports. Voilà. Bon, si je n'avais pas lu à l'autre voix, je n'aurais pas compris. Maintenant, est-ce qu'on compte juste ou est-ce qu'on compte faux? Il est juste, mais la phrase ne veut rien dire. Bon, alors après, il y a une casse-tête jésuistique de savoir si... Bon, alors, le calcul, personne ne connaît ces tables de multiplication. C'est règle de 3. L'autre jour, on a eu les transports en commun qui sont venus nous expliquer que frauder, c'est pas joli. Alors, toujours un petit peu dans la morale. Hein. Alors, pour se faire comprendre, la brave dame a expliqué que quand 10 tickets de métro, c'est pas cher un ticket de métro, quand 10 tickets de métro, le carnet de 10 coûte 14,70 €. Combien coûte un ticket de métro? Personne n'a été capable de le dire. Personne. 14,7 divisé par 10. Bon, voilà. Plus d'identité sexuelle non plus. Alors ça donne quand même un gamin de 4e l'autre jour qui sait plus trop où il en est, qui me dira, monsieur, j'ai des bouffées de chaleur. Et hier, il m'a expliqué, je vous jure, qu'il perdait les os. Voilà. Bon, voilà. Alors, on n'a donc plus aucune base de calcul, de multiplication, d'orthographe, de grammaire, de chronologie, de géographie, etc., etc. Pas étonnant
que les élèves se cherchent des points de repère ailleurs que ce qu'on leur enseigne. Alors comme j'enseigne dans une banlieue où il n'y a quasiment que des élèves d'origine étrangère, eh bien je cherche des repères dans leur pays d'origine, leur langue maternelle, la religion majoritaire, le quartier, ou même la déesse Kalachnikov. Parce que les Kalachnikov, ça revient toujours dans la conversation. Hein. Exemple, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je fais un petit cours sur les Hébreux, la mer morte, quand on met quelque chose dedans, ça flotte. Et question qu'on m'a posée, est-ce que les Kalachnikov flottent dans la mer morte? Donc, voilà. Donc ils se reconstruit un petit peu les repères qu'on peut. Et moi j'aimerais, donc première idée, une école qui redonne les bases solides permettant de poser le reste dessus. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on construit des usines à gaz, de plus en plus compliquées, sur un sol de plus en plus mouvant. J'aimerais ensuite, alors je vais passer un petit peu du coq à l'âne, mais encore une fois, c'est pas vu d'en haut, c'est vu de mon trou. J'aimerais une école qui soit vraiment laïque. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, la notion de laïcité n'est absolument pas maîtrisée, elle n'est absolument pas en place. Alors, je fais de la pub pour mes livres, vous m'en excuserez, mais j'ai écrit récemment un livre sur la laïcité où j'essaie de montrer que la laïcité n'est pas, comme on nous le raconte, le combat de l'État pour se libérer depuis 200 ans de la tutelle de l'Église, mais le combat de l'Église depuis 2000 ans pour se libérer de la tutelle de l'État. Et que donc, ce que l'Église a gagné, c'est le droit de s'exprimer, et donc la laïcité, c'est véritablement, non pas la neutralité religieuse, mais le signe d'un espace culturellement marqué par le christianisme. Bon. Moyennant quoi, dans l'éducation nationale, on ne voit pas du tout les choses comme ça, et on confond allègrement laïcité et athéisme. On a le droit de dire en cours qu'on est athée, aux élèves, que ça choque, parce que pour les élèves, qui sont tous croyants, être athée, c'est quelque chose qui les choque. On a le droit de les choquer en leur disant qu'on est athée, mais on n'a pas le droit de dire qu'on est croyant. Quand j'ai fait mon année de stage, je me suis avoir eu avec une collègue du lycée où j'étais en stage, une conversation dans le métro, donc totalement privée, où j'ai avoué que j'étais croyant. Eh bien, le lendemain, elle est allée revoir ma directrice de stage, ma maîtresse de stage, pour lui dire, elle dit, moi, cher collègue, il y a un problème avec ce monsieur, parce que figurez-vous qu'il m'a dit qu'il était croyant. Il pose un problème par rapport à la laïcité. Donc, il y a des enseignants qui considèrent qu'être croyant est en soi un problème pour la laïcité. On a même parfois des conceptions complètement incantatoires et magiques de la laïcité. L'autre jour, après les attentats de Charlie, on a eu une réunion au sommet avec la direction, et donc notre principal nous sort un texte du ministère sur l'éducation à la laïcité, 18 pages écrites petit sur 4 colonnes de tout ce qu'il fallait faire à nos enfants, et bon, ça me semblait totalement irréaliste, et moi je dis, sur le ton de la plaisanterie, que dans l'histoire il n'y avait pas eu 36 moyens pour faire passer des gens dont la mentalité était ici, à faire passer brutalement à 180 degrés. Il y avait eu la terreur et la terreur. C'est ce qui a fait la Révolution française, c'est ce qui a fait Staline, c'est ce qui a fait Mao, c'est ce qui a fait Pol Pot. Si on reprend notre jeunesse et lui changer le cerveau à ce point, il a fait la terreur. Alors les collègues m'ont regardé comme si j'étais la réincarnation d'Adolf Hitler. Je dis non, c'est pas ce que je préconise, c'est ce qui a été fait. Maintenant je dis, vous savez, moi je suis croyant, je crois au miracle. Et le principal me dit, ah non, monsieur Chemin, nous sommes dans un établissement laïque, nous sommes sous une cage de Faraday, il n'y aura pas de miracle ici. Donc la laïcité est plus forte que Dieu lui-même parce qu'il s'arrête aux portes d'un établissement laïque. Bon. Je pense également que la laïcité ne doit pas être comprise comme le droit, voire le devoir d'agresser les élèves, les jeunes, dans leurs convictions intimes. Il y a une sorte de perversion de la laïcité qui consiste à dire qu'à partir du moment où la réponse que vous pouvez faire à une intrusion dans votre intimité peut être suspectée d'avoir une origine religieuse, on a le droit et le devoir de vous l'infliger. Exemple, on a régulièrement des institutions genre planning familial qui vont voir nos élèves de 4e et qui leur font la propagande de tous les moyens de contraception, y compris l'IVG. Alors moi j'ai mes petites gamines qui pour la plupart sont musulmanes, qui sont extrêmement choquées qu'on n'ait pas prévenu, qu'on n'ait pas demandé l'autorisation, etc., qu'on les prenne en otage pour leur infliger ce genre de choses. Mais comme la réponse peut être éventuellement suspectée d'avoir une origine religieuse, elle n'est pas légitime, et donc on a le droit de les agresser. Hein. L'infirmier du collège a distribué des plaquettes
avec des bandes dessinées faisant aux élèves l'éloge de la masturbation, leur expliquant que c'était bon pour la santé et que le moment opportun pour la pratiquer, c'était le dimanche matin. Je vous livre ce qui est dans une plaquette distribuée par le collège. Sur la porte de l'infirmerie, vous avez une affiche expliquant à des élèves, on commence à la 6e, que si jamais ils se sentent des pulsions homo, bi ou trans, il faut qu'ils appellent, puis il y a un numéro vert, vous avez des petits gamins tout purs de 6e, qui lorsqu'ils ont mal à la tête vont à l'infirmerie, faisant la queue devant la porte, découvrent qu'ils pourraient éventuellement se trouver transsexuels un jour, et voilà, si la question se pose, le numéro qu'il faut appeler. Donc là, j'estime qu'on n'est pas du tout dans le respect, qui pour moi doit être lié à la laïcité, mais dans l'agression, dans l'intrusion. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des jeunes qui se sentent profondément troublés, agressés, et qu'il y ait des réactions en riposte violentes. Par contre, si ça je le comprends, je comprends moins que la laïcité n'aille pas jusqu'à défendre le professeur lorsqu'il est objectivement agressé pour des considérations religieuses. Je vais raconter 2 anecdotes. Un jour, je suis en cours et on récupère un nouveau qui arrivait là par conseil de discipline. Alors, il voulait faire sa forte tête pour montrer que c'était un cador, et donc je l'exclus. Et il me dit, je sortirai, Inch'Allah. Je me sens un petit peu challengé, je ne savais pas pourquoi dire. Et j'ai cette phrase qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, comme ça. En ce qui concerne les exclusions, dans cette classe, il y a un seul Dieu, c'est moi. Que n'avais-je pas dit? Les chaises ont commencé de voler, les tables à se renverser, il est fou le pélo, il se prend pour Dieu, on va lui foutre des bombes, à la Wakbar, etc. Alors, il y a eu une véritable bronca, chacun c'était devenu un jeu. Bon, j'ai réussi péniblement à rétablir la situation, j'ai appelé des surveillants, ils en ont ceinturé 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai pu terminer mon cours tout tremblant pour apprendre à la sortie que j'allais être convoqué pour avoir tenu des propos choquants. Et on vient nous parler de défense de la laïcité. Autant je suis choqué qu'on vienne agresser les enfants dans leurs conditions intimes, en leur faisant l'éloge de la masturbation, de la transsexualité et de l'IVG, autant quand un professeur se fait agresser d'une manière aussi injuste, j'estime que la moindre des choses, ce serait de soutenir. Bon. J'ai eu également une autre fois le malheur, à l'appui d'un cours de 5e sur l'islam, de citer un verset du Coran. J'ai eu maille à partir avec une femme particulièrement échaudée, qui m'a expliqué que je n'avais pas le droit de citer le Coran sans avoir auparavant pris l'avis d'un imam, et voire de 3 au cas où ils ne soient pas d'accord entre eux. Là encore, la direction m'a laissé seul face à ce problème. Hein, voilà. Donc, je pense que la laïcité est quelque chose qui n'est absolument pas en place. Entre d'un côté l'agression de gens, de jeunes dans leur croyance, dans leur intimité, et de l'autre côté le fait de laisser les élèves, les professeurs se démerder tout seuls, excusez-moi l'expression, lorsqu'ils ont un souci. Donc je pense qu'une école vraiment laïque serait une école où on laisserait aux gens la liberté de croire ou de ne pas croire, où on éviterait d'agresser les gens sur ce qui relève du fort intérieur et de l'intimité, et qu'à l'inverse, on ne se couche pas devant les intolérants de tous bords, hein, et les prosélytes de peur de passer pour anti-truc ou trucophobe. Bien. Alors, j'aimerais également, 3e point, je passe du coq à l'âne, une école avec des professeurs qui soient des personnes et non pas des clones d'une pensée unique. Depuis 10 ans que je suis prof, j'ai donc eu l'occasion de constater qu'on est tous recrutés de la même manière, ce qui favorise le formatage. Quand j'ai passé mon concours, j'ai passé plus d'énergie à comprendre les codes qui étaient attendus de moi à l'écrit et surtout à l'oral qu'à réviser le programme. Hein, donc j'ai essayé véritablement d'être comme le chameau qui passe par le trou de l'aiguille. C'était de ce niveau-là. Bon. Ensuite, donc après le recrutement, il y a la formation des profs qui relève d'un véritable formatage. On m'a dit quand même à l'IUFM à 45 ans que je devais, pour devenir un bon prof, oublier tout ce que j'avais appris auparavant. Hein, du passé, faisons table rase. Je suis sorti avec la plus basse mention possible, c'est la première note que j'ai dans mon dossier, avec la plus basse mention possible
à la compétence capacité d'apprendre et de se remettre en question. Moi qui, à 45 ans, réussis l'agrégation du premier coup et divise mon salaire par 4 pour redémarrer à l'échelon 1 dans l'éducation nationale, j'ai été jugé, c'est écrit noir sur blanc dans mon dossier, comme incapable ou insuffisamment capable d'apprendre et de me remettre en question. Bon. Alors, donc on est sélectionné, formaté au départ, mais on l'est également tout au long de la carrière. D'abord, la plupart des collègues passent toute leur vie dans l'éducation nationale. On y rentre à 22 ans, on en sort à 62 ans, et on y a passé 40 ans. C'est très difficile, je suis bien passé pour le savoir, de rentrer dans l'éducation nationale en cours de vie professionnelle. C'est encore plus difficile, je suis encore bien placé pour le savoir, pour en sortir. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à réfléchir. Tout au long de notre vie professionnelle d'enseignant, on est soumis à un contrôle permanent. On est soumis à une notation qui évolue d'année en année, notation administrative, notation pédagogique. On est inspecté, on est sous le contrôle de la direction, on est sous le contrôle des parents qui surveillent tout ce qu'on dit, avec un avancement qui d'ailleurs est indépendant de la réelle valeur ajoutée. Moi qui suis rentré avec les motivations que vous connaissez, et vraiment ce projet de donner l'amour de la France à ces jeunes qui n'ont pas forcément, et qui pensent y arriver relativement bien, avoir un certain succès, j'ai appris par mon principal que j'étais, à ses yeux, certainement pas le meilleur professeur d'histoire géo du collège. Et il m'a donné en exemple une petite gamine qui a l'âge de mes enfants, qui débute et qui, elle, est parfaitement formatée pour donner aux élèves la petite fiche qui va bien, avec les petits trous qu'il faut remplir, etc. Moi, je fais chanter la Marseillaise à mes élèves, regardez-vous, je crée des véritables des moments de fusion, mais ça n'a aucune importance. Et l'inspectrice m'a aussi donné cette petite élève en exemple. Donc, l'éducation nationale favorise des clones stéréotypés du point de vue des connaissances, des convictions, des méthodes de travail, de la mentalité, etc. Alors ça donne donc effectivement des gens qui ont des idées extrêmement homogènes, ce qui fait que je ne vous cache pas que j'ai à titre personnel de grandes difficultés dans mon établissement. J'ai été l'objet, après la sortie de mon livre Quitte la France, une distribution de tracts anonymes en salle des profs, me faisant passer pour un extrémiste de droite, chrétien intégriste, prosélyte, etc. J'ai des collègues qui refusent de covoiturer avec moi. On ne peut pas monter dans sa voiture avec ses idées, avec les idées qu'il a. Bon. Un mot également donc sur les programmes, là encore, puisque je parle de la pensée unique. C'est un lancinant projet de discréditer le christianisme et l'Église, et un lancinant également projet idéologique de survaloriser un certain côté de l'échiquier politique par rapport à un autre. Je vous donne par exemple les 3 dossiers qu'il y a étudiés dans le cours de 3e sur l'entre-deux-guerres, la création du Parti communiste, Léon Blum et le Front populaire. 20 ans d'histoire de France se limitent au Parti communiste, à Léon Blum et au Front populaire. Donc je voudrais, pour ma part, une école qui soit plus ouverte à la diversité de pensée, moins monolithique, et où l'on ne soit pas obligé de se cacher lorsqu'on pense différemment des autres. Je pense au contraire que la diversité de pensée est quelque chose d'important. J'aimerais une école qui n'ait pas peur de transmettre. Bon, vous savez qu'il y a un dogme dans l'éducation nationale, notamment dans ma matière, qui est donc la méthode où chaque élève doit découvrir par lui-même et construire son propre savoir, par la méthode inductive. Je pense que vous savez tout ça, et j'irai très rapidement. Il y a un deuxième dogme qui est que l'enseignant doit s'effacer, qui n'a rien à transmettre, qui n'a pas à se placer au-dessus de ses élèves pour essayer de leur transmettre verticalement des connaissances. On a supprimé dans les salles de classe les estrades, moi j'en ai remis une, mais un peu enfant-tireur. Moi ce que je constate, c'est que les élèves ont besoin de s'identifier au professeur, et ils ont besoin de savoir, d'apprendre de lui ce qu'il sait. Personnellement, j'ai appris la Marseillaise à mes élèves, je leur en ai donné le goût en leur faisant chanter dans les circonstances suivantes. Lorsque je fais une interrogation orale, si un élève est insatisfait de sa note,
il peut obtenir 2 points de plus à l'oral en chantant la Marseillaise au garde à vous au bureau. Eh bien, je compte 1 point pour les paroles, 1 point pour la musique. Tous les élèves veulent chanter la Marseillaise quand ils sont insatisfaits de leurs notes. Et l'autre jour, j'ai des élèves, un gamin qui s'appelle Bendetka qui vient me voir. Il était en terminale maintenant, il revient au collège avec 2 gaillards que je ne connaissais pas. Et il me dit: ah, monsieur Chemin, vous vous souvenez de la Marseillaise? C'était le bon temps. Et maintenant, les anciens du collège, on la chante encore en souvenir de vous. Et on l'a même apprise aux autres du collège, et toute la classe chante la Marseillaise, même ceux qui ne m'ont jamais connu, en souvenir de monsieur Chemin. Et il y en a qui ne me connaissaient pas, qui ont voulu venir me voir. Bon, alors je ne sais pas si j'ai été dans les clous de l'éducation nationale en procédant comme ça, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a des élèves qui, des années plus tard, reviennent me voir et continuent de transmettre ce que je leur ai verticalement transmis. Hein. Bon, là aussi, alors juste un mot très rapidement là-dessus. Les élèves sont venus me dire que ces méthodes de mise en activité, etc., ça leur plaisait pas. C'est toujours le chahut, alors que quand je prends la parole pour leur raconter l'histoire, je me suis fait un petit truc, je me suis remis une estrade, j'ai pas le droit, mais je me suis mis une estrade. Sur cette estrade, je me suis mis une chaise, je m'assieds dessus comme sur un trône, je prends une grande règle, c'est mon sceptre, et là je leur raconte l'histoire. Et les élèves sont scotchés, ils sont médusés, ils ne bougent pas une oreille, et voilà ce dont ils ont envie, et voilà pourquoi je suis très mal noté. Bon. Je passerai rapidement sur ce point, donc une école où on puisse conserver la liberté pédagogique, hein, voilà. On ne soit pas obligé, là aujourd'hui avec la réforme du collège, on perd de plus en plus de la fameuse liberté pédagogique, dont on nous rebat les oreilles, qui était l'un des derniers avantages du statut de prof. On est obligé de travailler en interdisciplinarité, ce qui veut dire que travailler avec des collègues, sur montrer un module en histoire, avec un collègue de latin par exemple, un collègue d'art plastique, etc. Mais alors quand on a des idées différentes des autres, et que tous les autres pensent la même chose, eh ben, on est obligé de mettre un maximum d'eau dans son vin, et finalement de se mouler dans la pensée unique pour arriver à travailler avec les autres, sinon ça n'est pas possible. La direction fait de plus en plus d'intrusion dans notre liberté pédagogique, au nom, je cite, du droit de chaque élève à avoir fait les mêmes choses. Alors par exemple, on doit tous savoir, tous les profs d'histoire doivent avoir la même progression, on doit tous être capable de prouver à la direction qu'on fait les mêmes choses au même moment pour faire les mêmes contrôles que la direction vient contrôler. Et la direction va même jusqu'à faire irruption dans le contenu de ce qu'on enseigne. Je vous le donne en mille, on a une épreuve d'histoire des arts à la fin de l'année, en 3e. La direction nous a imposé comme œuvre d'art à étudier le discours de Simone Veil en 1974 pour faire la promotion de l'IVG. Voilà une œuvre d'art que la direction nous sommes d'enseigner aux élèves de 3e. Bon. Donc moi je crois que les élèves n'ont pas droit à la même chose, ils ont simplement droit au meilleur de ce que chaque professeur peut leur apporter personnellement en fonction de ce qu'il est. J'aimerais également une école où tout le monde s'engage. Parce que c'est pas la peine de râler, comme beaucoup d'entre nous le font, sur le fait, comme je viens de le faire, sur le fait que dans l'école c'est la pensée unique et qu'il y a que des gens qui sont clonés et qui pensent tous pareil, si les gens qui pensent différemment n'envoient pas leurs enfants enseigner. Malheureusement, hein, je prends régulièrement la parole, et c'est pas une critique parce que j'en fais partie. Devant un public, on va plutôt dire de catégorie bourgeoise, bon voilà. Tout un tas de gens, si leur enfant leur dit un jour, papa, j'ai décidé de devenir prof, on lui dit, mais t'es complètement fou, fais HEC ou fais Centrale, comment vas-tu entretenir la maison de famille? On a un toit à refaire, ou voilà. Bon, tu ne pourras pas donner un niveau de vie décent à ta famille si tu es prof. Bon, donc il faut que tout le monde s'engage dans l'éducation nationale. Et moi j'aimerais faire le plus possible des mules. Alors Dieu merci, depuis que j'ai éduqué la France, j'ai des gens qui m'écrivent ou qui viennent me voir en disant voilà, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai fait une carrière de banquier, j'ai fait une carrière d'avocat, etc. Et j'ai envie de devenir prof. Alors je pense que ça doit bien embêter l'éducation nationale parce que des gens comme moi, il en vient de plus en plus. Des gens, notamment des hommes, voilà, qui ont envie de se reconvertir et de devenir prof. C'est un grand avantage pour les élèves. Parce que les profs, ça ne connaît pas toute la vie. Ça connaît l'éducation nationale, éventuellement, mais ça ne connaît pas toute la vie. La plupart de mes élèves, Dieu merci, vont rentrer dans le monde économique.
ils vont être plombiers, ils vont être boulangers. Ils sont contents d'avoir quelqu'un qui est capable de leur dire que quand on est à son compte, eh ben, au début du mois, on ne sait pas de quoi on va se nourrir à la fin du mois parce qu'on ne sait pas comment on va se payer. Il faut trouver des clients, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation et le bénéfice. Ils sont contents, ces jeunes, d'entendre des gens qui connaissent la vie, qui connaissent l'entreprise. Aujourd'hui, je songe un petit peu, parce qu'au bout de 10 ans de zèle, je suis un petit peu fatigué. Je songe à faire un petit peu autre chose à nouveau. Je me suis renseigné, bon, j'ai demandé une disponibilité, mais je me suis bien gardé de demander une disponibilité pour éventuellement créer une entreprise. Parce que figurez-vous que si on demande une disponibilité pour créer une entreprise, eh bien, il faut passer devant une commission de déontologie. Parce que créer une entreprise, c'est pas forcément déontologique pour l'éducation nationale. Donc j'ai préféré demander une disponibilité sans dire que j'avais éventuellement le projet, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais pourquoi pas créer une petite activité, parce que pour l'éducation nationale, forcément, comme on m'a dit, on ne sait pas si jamais, avec votre titre de prof, vous ouvriez un sex shop, c'est vrai que tous les chefs d'entreprise, c'est bien connu, travaillent dans le sexe. Bon. Donc je rêve d'une école qui concerne tout le monde, hein, et un petit peu comme la voie sacrée de Verdun, où tout le monde se relaie pour aller enseigner. Ça ne doit pas être le monopole de gens qui rentrent à 22 ans et qui en sortent à 62 ans. Il faut créer la possibilité à tout moment de la vie d'y rentrer, d'y passer quelques années, et d'en sortir lorsqu'on est, comme je suis un petit peu en ce moment, épuisé. J'aimerais également une école qui assure son rôle d'éducatrice. Parce qu'on est aujourd'hui éducation nationale. Éducation n'est plus ministère de l'instruction publique. On est éducation nationale. Éduquer, hein, ça veut dire être capable de faire sortir quelqu'un de quelque part. Donc, éduquer, ça s'adresse à une personne. Or, je m'aperçois que finalement, ma grande difficulté d'enseignant, avec 10 ans d'expérience, c'est certes d'enseigner, mais c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de faire prendre conscience à mes élèves qu'ils sont des personnes, qu'ils ont un je, J-E. Je suis en permanence confronté à des jeunes qui, d'une certaine manière, nient leur propre existence. Je vais vous donner un exemple. Et évidemment, c'est pas comme ici, les élèves au premier rang. Bon. Si un élève qui est au premier rang donne, ça arrive, une claque à son voisin qui est lui aussi au premier rang, et que je le prends sur le fait en disant qu'est-ce que tu viens de faire, dans 100% des cas, je ne sais pas dans 9 cas sur 10, dans 10 cas sur 10, l'élève va dire j'ai rien fait. Alors que je l'ai vu, il a donné au premier rang, 1 mètre devant moi, il a donné une claque à son voisin. Si ça se trouve, il s'est même levé pour le faire, la claque a fait du bruit. Dans tous les cas, l'élève va dire je n'ai rien fait. Donc il me faut déjà une pédagogie pour l'amener à reconnaître l'évidence du fait qu'il a fait quelque chose et que je l'ai vu. Et à ce moment-là, deuxième phénomène, il va nier l'évidence du fait, mais il va nier l'évidence de sa responsabilité. Ah, mais je l'ai fait, mais c'est pas ma faute. C'est la faute d'un tel, une telle, et l'autre là-bas m'avait insulté. Il va noyer sa responsabilité dans des explications très alambiquées. Donc moi je passe une énergie folle, vous n'imaginez même pas, et puis c'est épuisant, et c'est lancinant, c'est répétitif, à leur faire simplement comprendre qu'ils existent, qu'ils sont des personnes, qu'ils posent des actes, et que posant des actes, ils doivent les assumer, et qu'ils en sont responsables. Alors après, ils m'expliquaient que c'est pas leur responsabilité. Très souvent, leur individualité est noyée dans le groupe. Il y a toujours ah mais oui, mais c'est pas moi, c'est mon frère, c'est ma grand-mère, voilà, il y a toujours la dilution de leur jeu dans quelque chose de collectif et qui les dépasse. Et là, je suis totalement impuissant. Je ne sais pas, je n'ai pas été formé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'essentiel pour former les citoyens de demain. Quelque chose que je n'ai pas la compétence d'analyser. Pourquoi est-ce que c'est jeune? Et je ne vais pas généraliser, je ne parle pas de toute une génération de citoyens, je parle des élèves que j'ai en face de moi. J'en connais pas d'autres. Je suis dans ce collège depuis 10 ans, dans un certain quartier, j'ai un certain type d'élèves, mais je ne suis pas capable de dire si c'est tous les jeunes qui sont comme ça, ou eux, et pour quelle raison. Ce que je constate, c'est que leur jeu est complètement dilué,
Hein, et il est même parfois aussi dilué dans le, c'est assez rigolo, dans le ça. Ça dit que, ça fait que, quand une gomme vole dans la salle, c'est ça qui l'a fait voler. C'est ça. C'est assez marrant. Bon. Donc moi j'ai envie d'une école. M. Payon nous avait dit un jour qu'il voulait arracher les esprits des jeunes au déterminisme collectif. Bon, je pense que l'idée n'est pas mauvaise en soi. Moi j'aimerais effectivement qu'on me donne les moyens, concrètement, d'éduquer ces jeunes, c'est-à-dire de les faire sortir de cette inexistence collective pour les faire arriver à une existence personnelle. Alors voilà les quelques points que je voulais aborder vu de ma tranchée, vu de mon trou. Ras des pâquerettes, vous voyez que c'est des points assez d'abord concrets. Hein, je n'ai pas fait un exposé théorique, j'ai plutôt parlé des problèmes qui se posent à moi en tant qu'enseignant. Vous voyez que le point commun, je pense, entre tous ces points, c'est la notion de personne. Le problème de l'éducation nationale, à mon avis, aujourd'hui, c'est que c'est une grande masse d'1 million de profs, tous formatés, qui sont supposés s'adresser à des centaines de milliers d'élèves qu'on voudrait, là aussi, complètement formater. Le temps des hussards de la République, à mon avis, ça ne peut plus marcher. C'était valable certainement à une époque où la France était relativement homogène. Finalement, entre un Normand et un Provençal, c'était la même culture, c'était la même anthropologie, c'était, voilà, qu'on soit catholique ou protestant, qu'on soit croyant ou athée, qu'on parle le breton, qu'on parle le basque, on avait des siècles d'histoire commune qui faisaient que finalement l'éducation publique, enfin l'éducation publique, c'est quoi l'instruction publique, pardon, plus l'éducation nationale, n'avait que quelques angles à arrondir. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a des élèves qui sont d'origine extrêmement différente les uns par rapport aux autres et d'origine extrêmement différente par rapport au fond culturel et anthropologique du pays. Donc le travail est, à mon avis, à faire est beaucoup plus profond et, à mon avis, il doit être beaucoup plus fin. Il doit être beaucoup plus fin. Et ça doit être forcément un travail de personne à personne qui donc réhabilite la personne de l'élève, mais également la personne de l'enseignant. Je crois donc beaucoup plus à des structures qui soient plus décentralisées, plus petites, et qui respectent encore une fois cette notion essentielle de personne, que je résumerai à cette phrase de Jean Vallier, le fondateur de l'Arche, une phrase que j'aime beaucoup et que je cite très souvent à mes élèves, et qui résume bien, à mon avis, l'essentiel du travail. On dit souvent, si tu changes, je t'aimerai. Ne serait-il pas plus juste de dire, si je t'aime, tu changeras, et moi aussi. Et je crois que cette phrase est la clé du problème de l'éducation. Je vous remercie. J'ai parlé les 40 minutes qu'on m'avait attribuées, mais on dit qu'il y aura peut-être des questions derrière, donc je suis ouvert. Merci beaucoup pour ce que vous exposez. On va prendre un petit quart d'heure pour échanger avant de continuer sur les autres conférences plus pratiques. Enfin, l'économie du marin, de l'apprentissage de la lecture et du calcul. Donc, qui souhaite poser des questions, soit Madame Guébertelot, soit M. Chemin. Et dans quel coin vous êtes? Je suis en banlieue lyonnaise, vous connaissez. Voilà. Qui s'appelle le Vénitieux. Il y a un quartier, une cité qui s'appelle les Minguettes. Vous disiez que vous invitiez les gens de la société civile à s'engager pour être prof.